Larry, hier, il y a eu une tempête entre Israël et le Liban. Israël a annoncé qu'il allait attaquer le Liban, à Dahia, dans la partie sud de Beyrouth. Et la ville est immense. Dahia est une zone très peuplée. Ils ont demandé à tout le monde d'évacuer leurs maisons, toutes leurs maisons, et de quitter la ville. Et pas mal de gens sont déjà partis plus au sud, après avoir quitté Beyrouth. Oui, exactement, exactement. Et avant de parler de ce qui s'est passé hier, sur quoi je reviendrai tout à l'heure, il faut d'abord évoquer la question entre l'Iran et Donald Trump, et entre Israël et Donald Trump. Voilà le principal problème auquel Israël est confronté, comme l'a souligné l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon. Voici ce qu'il a dit. Un drone utilisé par le Hezbollah. Voilà à quoi nous faisons face. Aujourd'hui, le Hezbollah utilise différents types de drones, certains équipés de fibres optiques. Ces drones pèsent moins de 2 kilos. Ils volent à basse altitude. Ils sont très difficiles à détecter. Et au moment où vous en entendez un au-dessus de votre tête, c'est déjà trop tard. Ils peuvent parcourir des dizaines de kilomètres sans être repérés. Et soudain, vous le voyez juste au-dessus de vous. Ce qui rend ce drone particulier, c'est ce câble très fin. Il ne dépend pas d'un signal radio. On ne peut pas facilement le brouiller, malheureusement. Il transmet à l'opérateur une vidéo en direct et un contrôle total jusqu'à l'impact. C'est ça, la guerre moderne. Peu coûteuse, précise et mortelle. Vous avez vu ça à l'œuvre en Ukraine depuis quoi? 28 mois, 30 mois, peut-être plus. Alors, pourquoi seulement maintenant? Grande question. Pourquoi vous, avec votre fameux complexe militaire et de renseignement israélien, vous ne sortez ça que maintenant? Oui, d'abord il a dit Hezbollah. La prononciation correcte, c'est Hezbollah. Le mot Hez veut dire le parti, et le second mot Allah veut dire Dieu. Donc, le parti de Dieu. Et lui, il dit Hezbollah. Beaucoup de gens dans notre public, l'autre jour, ont demandé « Est-ce qu'on dit Hezbollah ou Hezbollah ?» C'est Hezbollah. Probablement parce qu'ils essaient d'en faire un terme péjoratif. Ils essaient de le dénaturer, je dirais. Oui, oui. Ils ne ratent rien en matière de propagande. Rien du tout. Ils passent à côté des drones et des dégâts qu'ils causent aux chars. Mais sur la propagande, ils ne manquent jamais une occasion, surtout dans ce genre de situation. Et c'est ça la réalité, Larry. Ils y font face en ce moment même contre le Hezbollah. Ils n'ont aucune solution contre ces drones FPV. La solution, c'est d'aller aussi vite que possible vers le nord et de tuer tout ce qu'ils voient. Exactement. C'est ce qu'ils voulaient faire hier. Ils voulaient simplement tout détruire à Baalbek, à Beyrouth, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Cisjordanie et à Gaza. On a déjà vu ça. Mais comment tout cela va-t-il se répercuter pour les Israéliens? Et puis, on a vu le gouvernement iranien déclarer qu'il n'y aurait ni discussion directe, ni discussion indirecte. Aucun message, rien du tout. Qu'il n'allait engager aucune forme de négociation avec les États-Unis ou avec Israël. Les Israéliens doivent évacuer le nord du pays. Ils ont dit qu'ils allaient attaquer le nord d'Israël dès que l'offensive se calmerait. C'est pour ça que Donald Trump a appelé Benjamin Netanyahu. Je suis sûr que vous avez vu ce qu'Axios a rapporté à ce sujet. Personne ne croit vraiment ce que dit Axios. Mais au moins, on sait qu'il y a bien eu un appel entre les deux. Le Premier ministre israélien et Donald Trump. Quelle est selon vous votre compréhension de ce qui s'est passé hier? Eh bien, d'après ce que je comprends, Trump lui a dit d'arrêter. Et d'après ce que je comprends aussi, Netanyahou a dit oui.
temporairement, puis il est tout de suite revenu à ce qu'il faisait, sans aucune intention de s'arrêter. L'Iran l'a bien remarqué, et on peut s'attendre à des frappes, parce que je ne pense pas que l'Iran plaisante quand il dit qu'il va maintenant aider le Hezbollah à frapper le Nord, et qu'il va rendre la douleur ressentie par Israël encore plus forte, encore plus profonde. Et je reviens toujours, Nima, à ce fait qu'on a vérifié hier pour être sûr que je sois précis là-dessus. Nous n'avons jamais mené de discussion directe avec les Iraniens. Nous n'en menons pas aujourd'hui. Et apparemment, ils n'ont pas non plus l'intention d'en avoir avec nous. Donc, tout ce qu'on fait, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est parler par intermédiaire. Les Pakistanais, les Omanais et d'autres encore. Personne ne s'est rencontré. Personne ne se parle directement. Résultat, on se parle à côté, on se parle au-dessus, on se marche dessus. Il ne se passe rien de vraiment significatif sur le plan diplomatique. Tout ce qu'on voit du côté des États-Unis, ce sont des manœuvres pour gagner du temps. Des manœuvres qui consistent à rompre le cessez-le-feu de temps en temps, juste pour montrer qu'on est encore capable de faire ceci ou cela vis-à-vis de la marine iranienne ou autre chose du genre. Et à part ça, presque rien. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté des opérations clandestines, mais moi, je ne vois rien bouger. En conséquence, on a une administration qui apparemment, de Kane à Hegseth, jusqu'au commandant du Central Command, Bradley Cooper, et tous les autres dans la chaîne de commandement, ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Non seulement ils sont perdus, mais ils commencent à comprendre, et je ne vois pas comment ils pourraient ne pas le comprendre, qu'ils sont en train de perdre. C'est un conflit qu'ils sont en train de perdre. Et plus ils s'y accrochent, plus ils vont tuer ou se faire tuer, et plus la profondeur de leur défaite va être grande. Et tout ce que j'ai eu à faire, comme je lui disais avant qu'on prenne l'antenne, c'est de sortir une carte. J'ai un espace d'environ 20 par 30, où je peux étaler une carte assez grande. Mais même là, je n'arrive pas à représenter avec précision les distances dont on parle. Cela dit, certaines de ces cartes sont plutôt bonnes. Alors, j'ai regardé la ligne de chemin de fer chinoise qui traverse les montagnes à Mashhad, arrive directement à Téhéran, puis continue ailleurs. Et d'ailleurs, apparemment, sa destination finale serait Londres. Ensuite, je me suis penché sur la mer Caspienne, sur les routes et les ports qui s'y trouvent, aussi bien au sud qu'au nord. Et si on parle de logistique, ce qui la plupart du temps détermine l'issue des guerres, surtout pour des conflits aussi éloignés des États-Unis, c'est exactement pour ça qu'on a mené Desert Shield et Desert Storm. Desert Shield, c'était le déploiement de 600 000 soldats, avec tout le matériel et les approvisionnements nécessaires. La remarque typique de Powell à ce sujet, c'est quand on lui a demandé pourquoi avoir envoyé 5 groupes aéronavals. Et il a répondu « parce que je n'en avais pas 6 ». En d'autres termes, on a tout mis sur le terrain, au Koweït et ailleurs. C'était la seule façon de gérer ce genre de déséquilibre en profondeur stratégique, en logistique et tout le reste. Maintenant, l'Irak, c'était un peu différent, parce que c'est de l'autre côté du Golfe Persique. Donc derrière vous, il y avait l'Arabie Saoudite, le Conseil de coopération du Golfe en général, et ainsi de suite. Et vous aviez le Koweït comme base avancée pour vos opérations. Aujourd'hui, on n'a rien de tout ça face à l'Iran. En revanche, de l'autre côté, il y a une profondeur stratégique énorme et même tactique. Avec le chemin de fer et la mer Caspienne, les approvisionnements venant de Russie et de Chine sont pratiquement inépuisables. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête avant que cette défaite ne devienne incroyablement grave et profonde, et avant qu'elle ne déclenche, à l'échelle mondiale, quelque chose qui ressemble à une récession suivie d'une dépression. Et c'est ça, je pense, qui laisse cette administration complètement en lambeaux. Elle ne semble plus savoir où elle en est,
ni ce qu'elle doit faire. Surtout parce que ce qu'elle doit faire, c'est reculer. Voilà. Larry, on a deux scénarios. L'un du côté des États-Unis, l'autre du côté des Israéliens. Benjamin Netanyahu ne veut pas que les États-Unis se retirent de la région. Non, Ils veulent que les États-Unis restent là-bas, je dirais pour toujours, parce que ça va faciliter ce qu'il a en tête. Et on sait bien que son objectif, c'est de détruire et de s'emparer de plus de territoires, au Liban, en Syrie, à Gaza, en Cisjordanie, peut-être même toute la Cisjordanie, pendant que les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent impliqués dans un conflit ou une guerre avec l'Iran. Et eux, de leur côté, feront leur travail dans l'autre partie de la région. Comment voyez-vous la façon dont Donald Trump et son administration perçoivent ce qui se passe? eh bien, c'est une expression intéressante que vous avez utilisée après ma reconnaissance de la carte. L'autre côté de la région. Qu'est-ce que c'est exactement l'autre côté de la région? Où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête à la frontière de l'Iran, ou bien avec l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, tous impliqués dans cette affaire et tous servant de relais pour la Russie et la Chine? Nous ne faisons pas face seulement à l'Iran. Nous faisons face à l'Asie centrale, qui a bien compris où se trouve son intérêt. Et son intérêt, il n'est pas à l'ouest. Il est en Chine et il est en Russie. La Russie parce qu'elle domine la région et peut agir d'une manière que ces pays n'apprécient pas forcément. Et la Chine parce qu'elle les développe massivement. Cette ligne de chemin de fer passe par presque tous les points des anciens empires de l'histoire. Ceux qui étaient dynamiques, productifs, et qui le redeviennent aujourd'hui à grande échelle. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. De plus en plus souvent, je lis ça. S'il y a quelqu'un au Pentagone avec une vraie vision stratégique, un colonel, un lieutenant-colonel, peu importe, quelqu'un qui réfléchit vraiment à tout ça et qui fait comme je viens de le faire, un raisonnement rapide mais révélateur, il comprend qu'en réalité, nous combattons la Chine. Nous ne combattons pas l'Iran. Nous combattons l'Iran seulement comme un intermédiaire de la Chine. C'est la Chine que nous affrontons. Et ce n'est pas un combat que nous allons gagner. Et ça n'annonce rien de bon pour le vrai affrontement avec la Chine si c'est bien ce qu'on prévoit dans un avenir pas si lointain, parce qu'on est déjà en train de perdre les escarmouches préliminaires. Ah, et d'ailleurs, on est aussi en train de perdre l'escarmouche préliminaire en Ukraine. On dirait bien que Poutine a décidé non seulement d'envoyer des Oreshnik à Kiev, mais aussi, où déjà? Sur le Dniepr. Oui, à Dnipro. Et là, on voit clairement que ça s'étend, que ça devient beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Poutine parle maintenant de supprimer le terme « opération militaire spéciale » pour appeler ça une guerre, déclarer la guerre à l'Ukraine. À mon avis, ce serait la première étape vers un conflit bien plus vaste, avec des frappes sur des cibles de l'OTAN, dans des pays de l'OTAN autres que ceux qui bordent l'Ukraine, comme la Pologne par exemple. C'est une recette pour aller tout droit vers un conflit mondial, d'une ampleur que le monde n'a jamais connue, et j'inclus la Seconde Guerre mondiale là-dedans. Un conflit d'une telle dimension que, par exemple, même Peter Thiel a choisi de partir en Argentine. Je veux dire, on commence plus ou moins à voir se réaliser ce qu'il a toujours laissé entendre. Selon lui, les États-providence du monde, les démocraties libérales, sont en train de s'effondrer, de se désagréger. Et si on fait partie de ces individus souverains, comme lui, il faut avoir plusieurs endroits où aller. Il faut aussi que certaines choses puissent fonctionner pour vous dans ces différents lieux, pendant que le centre d'origine, si on peut dire, s'effondre, se désintègre, se démembre. Et c'est ça, je pense, la vraie gravité de ce conflit qu'on ne saisit pas encore aujourd'hui. On va au Congrès, on parle d'un budget militaire
d'1,5 billion de dollars pour une armée qui est en train de perdre. On parle même d'un budget de sécurité nationale qui tourne autour de 2 billions de dollars, voire plus. On parle des directeurs du renseignement national, des secrétaires à la défense ou à la guerre. Mais tout ça, c'est de la cosmétique. On est en train de se détruire nous-mêmes à cause de nos propres erreurs, et on ne semble pas savoir comment les corriger. Je suis convaincu qu'à Pékin, à Moscou et à Téhéran, certains comprennent très bien la nature de ce conflit dans ces dimensions stratégiques que je viens d'esquisser. Et ils ne vont pas reculer parce que chaque jour qui passe les enfonce un peu plus dans cette défaite stratégique de l'Empire. Et même si la Chine ne souhaite pas que cela se fasse de manière trop brutale, au risque de lui nuire, je pense qu'elle est tout à fait prête, s'il n'y a pas d'autre option, à soutenir ses proxys ou disons ses alliés en première ligne dans ce qu'ils font face à l'Empire américain. Et là, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on fait face à un vrai pouvoir dans le monde, un pouvoir qui dépasse le nôtre et qu'on va perdre. Et on n'a personne. C'est tout. Si on résume, on n'a personne, à part peut-être un lieutenant-colonel, un colonel ou je ne sais qui au Pentagone qui n'ose pas parler, mais qui voit ou comprend ce qui se passe. Donc on est dans une situation très grave. Et tout ce dont on parle là, c'est juste du bruit. Le bruit de Bibi Netanyahou. Le vote de la Knesset pour se dissoudre, première étape vers des élections anticipées, vient d'avoir lieu. Et je ne pense pas que Netanyahou va gagner. Et le président laisse filtrer des mots disant que puisque Netanyahou refuse de reconnaître sa culpabilité, ce qui apparemment est une condition pour obtenir une grâce du président d'Israël, eh bien, il ne va pas le gracier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Netanyahou? Il est de plus en plus désespéré parce qu'il sait qu'il va aller en prison. Il sait que sa carrière va se terminer dans l'ignominie. Elle va se finir derrière les barreaux, comme celle d'Ariel Sharon, et probablement par sa mort en prison. Et ça, pour lui, c'est impensable. Non seulement il n'a pas atteint son objectif principal, celui de faire tout ce qu'il a fait, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, et incroyable, la Syrie est aussi tombée entre ses mains. Je ne suis pas sûr que c'était prévu, mais l'Iran, c'était la pièce maîtresse. L'Iran devait tomber, et il tenait les États-Unis dans sa main. La guerre était lancée, et maintenant, les choses tournent mal pour lui. Je serais étonné qu'il tienne jusqu'à cette élection. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la solution finale. J'ai compris qu'il avait vraiment utilisé cette expression. Encore une fois, on joue avec de la dynamite nucléaire. En fait, Larry, je ne vois pas la situation, même avec la Syrie, s'améliorer pour lui ou aller dans le bon sens. Au contraire, ça empire avec le temps. Je parierais volontiers qu'une bonne partie des approvisionnements du Hezbollah passe par le nord de la Syrie. Peut-être avec la permission ou la surveillance d'Erdogan. Peut-être avec celle de l'Irak, tu vois. Du genre, allez-y, faites-le. Comme disait mon fils, cette frontière grouille de monde. Chaque heure de la nuit, il y a des gens qui vendent de l'essence, de la drogue, de la nourriture. Franchement, là-bas, à la frontière, impossible de trouver des terroristes. C'étaient tous des trafiquants de contrebande. C'est comme ça qu'ils font leurs affaires. Et penser qu'on peut arrêter ça pour empêcher le Hezbollah de recevoir plus de munitions, c'est complètement absurde. Et c'est pareil, à mon avis, avec l'Iran. Il y a la mer Caspienne, il y a le chemin de fer, et il y a plein de gens avec plein de marchandises qui affluent de partout. Larry, quand je compare les États-Unis et ses 800 bases réparties dans le monde aujourd'hui, ça me fait penser à la stratégie des Israéliens. C'est comme un nœud coulant autour de notre cou en ce moment. Il y en a tellement ce strength.
Il me semble qu'Israël fait la même chose, mais à une échelle réduite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ils vont en Syrie, au Liban, en Cisjordanie, à Gaza, et on sait bien que leur ego écrit un chèque que leur corps ne peut pas encaisser. C'est ça le problème d'Israël aujourd'hui. Ils parlent de la rivière Litani, au Liban. Ils parlent de Beyrouth. Ils parlent de Damas, d'aller à Damas. C'est un pays qui ne comprend pas ses propres limites physiques. C'est pour ça qu'ils sont surexposés, si je peux dire les choses ainsi. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on commence à perdre dans un domaine où l'on pense qu'il est absolument crucial de ne pas perdre. Au lieu de prendre du recul, de faire le point, peut-être de revoir ses ambitions ou ses envies, d'ajuster un peu ce qu'on fait, on redouble, on triple la mise, surtout quand on est le chef et qu'on se retrouve dans une situation politique de plus en plus compliquée. Et je pense que c'est son cas. Ce n'est pas seulement cette Knesset, la première à se dissoudre et à provoquer des élections anticipées. C'est aussi qu'en ce moment en Israël, le discours n'est plus aussi favorable à Netanyahou qu'il l'était, disons il y a 2 ou 3 mois, ou au moment où tout ça a commencé, le 28 février, je crois. Il y a eu une vraie montée d'euphorie. On a enfin la cible qu'on voulait, on a enfin l'Iran dans notre ligne de mire. On a enfin l'Empire derrière nous. On pensait que ce serait vite réglé. Ça ne l'a pas été. Ça ne l'est toujours pas. Et maintenant, ils commencent à s'en rendre compte. Alors je pense qu'ils vont se retourner contre Netanyahou et de manière féroce avant que tout ça soit terminé, peut-être même avant les élections.